Tout juste 8h33 sur RMC BFM TV. Bonjour Éric Dupond-Moretti. Bonjour Monsieur Duhamel. Alors on va bien sûr parler de vos chantiers, ils sont nombreux, justice civile, la prison, mais d'abord évidemment ce qu'on appelle l'affaire Palmade, ou du moins les grands principes qui l'entourent. Sa mise en détention provisoire a été décidée hier, il est sous écroux dans sa chambre d'hôpital. Alors bien sûr vous ne pouvez pas commenter une affaire en cours, pour des raisons évidemment de séparation des pouvoirs, mais ce matin il y a beaucoup de réactions de Français, d'auditeurs qui se demandent au fond si la justice traite de la même manière une célébrité ou un Français lambda, s'il n'y a pas en l'espèce une forme d'acharnement de justice à deux vitesses. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces Français? Bon, d'abord, rappelez ce que vous avez vous-même rappelé, le garde des Sceaux ne peut pas commenter une affaire en cours. Je pense qu'il y a tous les ingrédients dans cette affaire pour susciter au mieux de la curiosité et au pire une forme de voyeurisme. Plus on parle de cette affaire, et moins les conditions de sérénité sont requises. Bon. La justice, au fond, a dit ce qu'elle avait à dire. Moi, vous voyez, je voudrais vous faire une réflexion que je n'ai pas entendue. C'est qu'il y a une partie de nos concitoyens qui regardent cette affaire, les commentaires, puis qui sont pro-prison, et puis une autre partie de nos compatriotes qui disent non, il fallait pas. Qui pour certains sont étonnés de la sévérité de la décision de mise en détention provisoire. Et ce que j'en tire comme conclusion, c'est que rendre la justice est difficile. Que ça doit se faire dans la nuance, avec un certain nombre de principes, et que les solutions clés en main qui nous sont parfois vendues ne sont pas les bonnes solutions. Chaque affaire est une affaire individuelle. Ce qu'on appelle la personnalisation de la peine lorsque l'on est dans la phase de jugement, et c'est ce qu'on appelle l'appréciation souveraine des juges qui, eux, contrairement à beaucoup de commentateurs, connaissent le dossier. Mais vous voyez bien qu'il y a l'idée que la justice aurait agi sous la pression médiatique, sous la pression de l'opinion. Certains disent, des anciens de vos confrères, des avocats disent, mais cette décision de mise en détention provisoire, elle est d'une sévérité incroyable par rapport aux faits qui sont reprochés à Pierre Palmade. Est-ce que la justice, et là je parle bien au garde des Sceaux, elle a fonctionné normalement? Écoutez, il y a eu une décision, il y a eu des réquisitions du parquet qui n'ont pas été suivies. Le parquet a interjeté appel. La chambre de l'instruction a pris une autre décision que celle qui avait été initialement prise. Sur le plan procédural, les choses ont été parfaitement respectées. Ensuite, les commentaires sur la base, je le redis, d'un dossier que ceux qui commentent ne connaissent pas. C'est quand même incroyable le nombre d'experts autoproclamés que l'on voit défiler sur les plateaux de télévision, dont le vôtre d'ailleurs. Qui connaissent le droit, qui sont avocats, qui sont anciens magistrats. J'entends bien, mais c'est pas parce que vous êtes ancien magistrat ou avocat ou psychiatre que vous pouvez faire un diagnostic clinique de quelqu'un que vous n'avez pas rencontré, parler d'un dossier que par essence vous ne connaissez pas. Moi, je suis toujours très circonspect quand je vois des professionnels de la justice venir parler de dossiers qui ne sont pas les leurs. Voilà. Vous aimeriez qu'ils ne le fassent pas, une sorte de retenue si on ne connaît pas le dossier? Qu'il y ait un certain nombre d'annonces, évidemment. Pierre Palmade est un homme connu qui se retrouve impliqué dans une affaire qui est une affaire grave. Il y a des victimes auxquelles, naturellement, tout le monde pense. Il faut que la justice soit sévère, selon vous. C'est aussi le message que certains ont voulu envoyer. Parce que c'est paradoxal. On a aussi entendu, au tout début, avant la décision de la Chambre de l'instruction, c'est une personnalité donc il va être favorisé. Il y aura une justice différente parce qu'il est connu, parce qu'il est célèbre. Je pense que vous avez la démonstration du contraire. Donc la justice traite de la même manière selon que vous serez puissante ou misérable? Mais je pense que la justice traite de la même manière, oui, bien sûr. Je pense que vous en avez la preuve, là, ici, sur ce dossier-là en particulier. Mais ce que je veux redire, pardon, c'est que les situations vendues clé en main, le manichéisme, les choses sans nuance, tout ça... Donc il faut avoir de la nuance. Mais évidemment sur l'affaire Palmade aussi. Il faut avoir de la nuance, il faut connaître son dossier, il faut connaître les éléments de personnalité, avant d'une part de les commenter, mais surtout quand on juge, il faut être au rendez-vous de toutes ces obligations-là. Et encore une fois, le débat que ça suscite démontre à quel point c'est difficile de juger, de rendre la justice. Un tout dernier mot sur cette affaire par rapport à ce que votre collègue Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a annoncé sa volonté de retirer le permis à tout automobiliste conduisant sous l'emprise de la drogue. Est-ce qu'au fond, c'est sain de légiférer, de réagir sous le coup de l'émotion, sous le coup d'une affaire en l'espèce? Est-ce que c'est une bonne façon de faire de la politique? Légiférer, vous allez plus vite que la musique. C'est l'idée. Bon. Il a annoncé effectivement dans le périmètre qui est le sien
la possibilité de revoir les retraits de points. J'indique d'ailleurs que quand justice est rendue, le juge a la possibilité, au titre des peines complémentaires qu'il a dans son panel... Mais là, ce serait une automaticité. Oui, mais attendez, on en est au stade de la discussion. Et d'ailleurs, Gérald Darmanin et moi, nous avons, dès le mois de décembre, discuté sur la façon dont nous pourrions renommer, sans changer les peines, le délit d'homicide involontaire. Homicide routier, l'espèce. Oui. Vous n'avez pas l'air très enthousiaste sur le retrait de permis en cas de consommation de drogue. Vous dites, oui, on verra. Non, je ne dis pas on verra. Je dis d'abord que c'est du périmètre du ministère de l'Intérieur. Je dis qu'ensuite, le juge a la possibilité d'annuler le permis de conduire. Donc est-ce qu'il y a vraiment besoin d'aller plus loin? Au fond, c'est un peu l'idée. Mais on n'est pas non plus tenu à de l'attentisme. C'est vrai que la question se pose. Moi, j'envisage aussi un travail, voilà, je vous l'indique, sur un certain nombre de produits que l'on peut ingérer et qui ne tombent pas sous le coup d'une infraction pénale. Lesquels, par exemple? Mais qui peuvent avoir des effets délétères. Je pense au protoxyde d'azote, par exemple, mais je pense à d'autres produits. Je pense qu'il est temps que l'on fasse la liste des produits qui peuvent avoir des effets dangereux, délétères, notamment lorsque l'on conduit. La liste n'est pas faite. Voilà, ça c'est un travail qu'il faut faire et il faut le conduire sur le long terme. L'attentisme, non. La réaction trop rapide, non. La nuance, monsieur Duhamel, la nuance. On essaye d'être nuancé. Ici aussi, Éric Dupond-Moretti, vous avez annoncé une bonne nouvelle hier, la baisse de 30% du nombre de dossiers de justice civile en attente, c'est-à-dire les divorces, les gardes d'enfants. C'est mieux, mais la justice met encore 2 ans en moyenne à traiter ces dossiers. Ça veut dire qu'il reste beaucoup de boulot. Ah oui, bien sûr. Oui. Non, mais parce qu'on se satisfait de cette baisse de 30%, mais certains avocats disent c'est en trompe-l'œil, ça prend toujours autant de temps. Non, se satisfait pas de cette baisse de 30%, mais on peut quand même la souligner comme étant un succès. C'est pour ça que je disais bonne nouvelle. Oui, mais un morceau avalé ne peut pas ne pas avoir de saveur. Donc, je vais rappeler 2 ou 3 choses contextuelles, si vous m'y autorisez. Je vous y autorise. Sous le quinquennat précédent, nous avons embauché plus de 700 magistrats, 850 greffiers et 2000 contractuels. Bon. Toutes ces énergies mises bout à bout, le travail difficile, acharné, a permis une réduction des stocks d'1 tiers. Des affaires civiles, des affaires de proximité, c'est-à-dire les affaires familiales, le contentieux de la protection, le contentieux social. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, la baisse des stocks? C'est une expression néo-capitalistique, assez désagréable à l'oreille. Au fond, ça veut dire que les dossiers en attente, ils ont baissé d'1 tiers. Et donc, ça veut dire... Mais ça prend toujours du temps. Attendez, n'allez pas trop vite. Vous parlez de temps, laissez-moi le temps de vous répondre. Et ça veut dire donc que les dossiers qui arrivent seront plus rapidement traités. Qu'est-ce qu'ils disent nos compatriotes, notamment dans l'expression citoyenne qu'ils ont eue dans les États généraux? Justice trop lente, justice pas assez proche. Alors, j'avais embauché 2000 contractuels. Ils ont permis cette réduction importante. Je vais vous donner quelques chiffres. 57% des diminutions de stock d'affaires en attente à Bordeaux. 88% à Évreux dans le contentieux de la protection. À Vesoul, 73% des stocks affaires familiales. Bon, c'est pas mal, mais ça n'est pas suffisant. Donc ces contractuels, on va les pérenniser, les institutionnaliser. On les avait appelés sucre rapide, parce qu'on était dans l'urgence, et ils ont donné des résultats. Au début, quand je les ai embauchés, il y a eu beaucoup de critiques. Beaucoup de critiques. Puis ensuite, les juridictions m'ont demandé de les pérenniser. Ce que nous allons faire. Donc, je vous ai rappelé les chiffres des embauches massives qui ont eu lieu. Je vais maintenant vous indiquer ce que nous devons faire, parce que vous avez raison, on ne peut pas s'arrêter là. Rapidement, pour avoir le temps de parler d'autres sujets. Oui, mais c'est important, ça. Bien sûr. Parce que la justice, et en particulier la justice civile, ça touche le quotidien des Français, vous avez raison. 1500 magistrats embauchés, 1500 greffiers embauchés, des contractuels à embaucher qui vont s'appeler maintenant des attachés de justice. Et hier, j'ai annoncé que nous avions embauché 300 de ces attachés de justice. Ils vont prêter serment, ils vont recevoir une formation à l'ENEM. L'objectif que je me suis fixé, c'est de diminuer les délais par 2, de passer du double à quelle échéance au simple. 2027. 2027. Une question précise sur la pénitentiaire. Vous avez annoncé une revalorisation des agents, des statuts de la pénitentiaire. Ils sont à peu près 40 000. Très concrètement, ça veut dire qu'ils vont voir leur traitement, leur salaire augmenter. C'est bien ça. Oui.
Oui, j'ai pas tout à fait terminé, pardon. Vous savez, moi, Oui, mais il faut quand même qu'on avance un petit peu. Je sais bien, mais enfin, la justice, ça intéresse nos compatriotes. Absolument, oui, c'est pour ça que vous êtes et ici. comme elle est traitée de façon presque uniquement fait diversière. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, pas presque, ici. j'ai dit presque. J'ai dit presque. Ça reste un... Je veux dire également que ces partie, contractuels vont être CDIsés. S'ils nous écoutent et s'ils nous entendent, c'est pour eux très important. Et donc sur le salaire des agents de la pénitentiaire. Pénitentiaire maintenant. Vous savez qu'on a un plan très ambitieux de construction de nouvelles places, notamment pour régler les questions de surpopulation pénale. Et donc, il était important que la République rende hommage à la troisième force de sécurité de notre pays. C'est 40 000 fonctionnaires qui travaillent dans des conditions, je peux vous l'assurer, particulièrement difficiles. Donc les agents qui étaient en catégorie C vont passer en B. Donc revalorisés. Revalorisés. Les agents qui étaient... Mais pour ceux qui nous écoutent en salaire, ça fait combien de plus? Alors, ça va être discuté dans les temps qui viennent, mais ils savent tous... Il faut un peu de patience encore, c'est ça? Vous savez, monsieur Duhamel, j'aimerais avoir la baguette magique que certains disent avoir. Mais 30 ans d'abandon humain, budgétaire et politique, ça ne se règle pas en quelques secondes comme ça et en quelques mots. Donc oui, ils vont être revalorisés. Oui, cette revalorisation catégorielle, ils l'attendaient depuis 20 ans. On vous a entendu sur ce sujet. L'actualité parlementaire, Éric Dupond-Moretti, c'est l'arrivée du texte aujourd'hui des retraites au Sénat, après des jours, on peut le dire, franchement chaotiques à l'Assemblée nationale. Quel regard est-ce que vous portez sur la façon dont tout cela s'est passé? Est-ce que c'était quoi, une ambiance de prétoire? Est-ce que vous avez vu trop de violence, vous qui avez l'habitude de vous opposer assez vivement à vos adversaires politiques, parfois aussi dans l'hémicycle? Je peux vous dire 2 mots d'abord? Oui, vas-y, allez-y. Contextuel, ouais. Si vous m'en laissez le temps. La réforme des retraites, pour moi, c'est une question d'équité et de justice pour les générations qui viennent. Rejeté très massivement par l'opinion. J'entends bien, mais on demande un effort à nos compatriotes, on le sait. Donc les efforts sont rarement acceptés de façon consensuelle. Et toutes les réformes qui ont été faites dans les différents pays européens ont suscité naturellement de l'émotion, des attentes légitimes et de la contestation. Bon, au-delà de ça, ce que je veux vous dire, il y a 3 solutions. 3. Où on augmente le temps de travail. Mais je veux quand même vous donner mon sentiment. Mais je me suis peu exprimé là-dessus. Vous avez raison, mais ces arguments-là, on les a beaucoup entendus. Moi, ce qui m'intéressait, souffrait dans ma bouche de les réentendre très vite. Oui. Très vite. Où l'on augmente le temps de travail. Où on taxe les entreprises. Et je vous rappelle que les industriels étrangers choisissent la France, qui est aujourd'hui le premier pays. Réindustrialiser, ça veut dire aussi faire baisser le chômage. La 3e solution, c'est de baisser les retraites. Voilà. Je vous ai rappelé ça alors, maintenant. Sur le débat à l'Assemblée, la façon dont ça s'est passé, Olivier Dussopt traité d'assassin, un ballon de foot à son effigie. Comment est-ce que vous avez vécu ces débats-là? Très mal. Et les ta gueule, et les menteurs, et les invectives, et les injures, dans le cœur battant de la démocratie, quand on pense que là, s'est exprimé Victor Hugo. On baisse de niveau, c'est ça? Ah oui, évidemment. L'amendement feuille de salade comparé à Jaurès, comme l'a dit la Première ministre, ça fait mal. Ça fait mal d'abord quand on est un démocrate convaincu. Mais je veux dire quand même, vous voyez, c'est le petit bémol que je veux apporter. Attention à ne pas sombrer à cause de ces comportements. Dans l'antiparlementarisme. Ah oui, dans l'antiparlementarisme, oui, bien sûr. Mais alors, sur ce sujet, Olivier Dussopt, votre collègue ministre du Travail, a dit dans les colonnes du Monde ce week-end que Marine Le Pen avait été dans cette séquence plus républicaine que la France insoumise. Vous, le contempteur du RN, ça a dû vous exaspérer, cette prise de parole. Elle est plus républicaine que la France insoumise, Marine Le Pen? Vous savez, ils ont décidé de mettre une cravate, de ne pas dire un mot plus haut que l'autre. Ils n'y parviennent pas toujours, d'ailleurs. Parce qu'il y a eu un des députés RN qui a été sanctionné à raison des propos racistes qu'il avait tenus. De Fournas, c'était pas pour ils se tiennent bien. Ils ont compris que les excès de LFI leur profitaient. Mais est-ce qu'elle est plus républicaine, Marine Le Pen, que la France insoumise? Non, attendez. Comme d'ailleurs, les excès de Zemmour ont profité à Mme Le Pen. C'est vrai qu'à côté de lui, elle paraissait bien sage, au fond. Voilà. Républicaine, c'est autre chose. En tous les cas, ils respectent le débat et ils savent très bien, en opportunisme, ce que ça peut leur rapporter. Et c'est elle qui va bénéficier de cette séquence, de cette crise. Au fond, c'est ce qu'on entend. Il y a le gouvernement qui est impopulaire, la France insoumise qui fait de l'obstruction et Marine Le Pen qui récolte les fruits de cette colère. Est-ce que ça, vous le craignez? Vous en oubliez un petit morceau.
c'est qu'ils n'ont rien proposé. Ils se sont murés dans un digne silence, mais c'est à peu près tout ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, dans le système que préconise Mme Le Pen, vous aurez des gens qui seront tenus de travailler jusqu'à l'âge de 67 ans. Oui, avec la durée de cotisation de 42 ans, Oui, ce qui reste toujours moins que ce que vous proposez. Ça se discute, et pardonnez-moi de vous dire qu'il n'y a pas eu de débat démocratique de leur part. Ils ont regardé les invectives et les injures s'abattre sur nous, notamment, sur Olivier Dussopt, sur Gabriel Attal, ils ont compté les points. Mais donc ils vont plutôt récolter ces points-là? Non, parce que je vous dis, vous oubliez un petit morceau qui est le fond. Il y a la forme et il y a le fond. Un dernier mot sur le Rassemblement national. Hier, à ce même micro, Jordan Bardella a confirmé, au fond, une sorte de changement de doctrine sur la question de l'Ukraine. Il a dit on a tous été naïfs collectivement à l'égard de Vladimir Poutine. Donc il se rapproche de vos positions internationales. C'est en quoi? C'est la dédiabolisation qui continue du côté du RN? Non, mais c'est sûr que naïveté et candeur, ce sont deux mots qui collent parfaitement avec le Front National. C'est les deux mamelles du Front National. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je vous sens un peu ironique là. Oui, et vous avez raison. Ouais. Vous savez, le président de l'Assemblée nationale d'Ukraine est venu. Qu'est-ce qu'ils disent? D'ailleurs, Marine Le Pen s'est rendue, je crois, à un dîner ou un déjeuner en son honneur. Qu'est-ce qu'ils disent, les gens du Front National, devant le président de l'Assemblée nationale d'Ukraine? Attention à l'escalade. C'est-à-dire que face à une agression russe, en violation de toutes les règles internationales, face aux crimes qui ont été commis, aux viols qui ont été commis, aux enfants qui ont été enlevés, on dit aux Ukrainiens, quand vous vous défendez, vous faites monter la mayonnaise. Et vous êtes dans l'escalade. Vous n'êtes pas favorable à l'escalade non plus. Mais c'est quoi? J'essaie de comprendre ce que vous dites. Vous dites, ils sont hypocrites à dire qu'ils sont, tout le monde a été naïf collectivement. Vous pourriez aussi vous satisfaire d'une évolution des positions du Rassemblement national. Vous n'y croyez pas? Monsieur Duhamel, la sagesse populiste, ça n'existe pas. Mais la sagesse populaire, en revanche, ça existe. Il y a un joli dicton qui dit que les bons comptes font les bons amis. Je rappelle que le Front National doit de l'argent, et beaucoup d'argent, c'est des millions d'euros, à ces banquiers qui sont les amis de M. Poutine. Je rappelle sur le plan international qu'ils ne se sont jamais offusqués quand la Hongrie donne des petits coups de canif dans l'état de droit. Je rappelle que les migrants massés à la frontière polonaise, ça fait dire à M. Odoul qu'ils peuvent crever de froid. Donc vous ne croyez pas à ce virage? D'un petit mot. Mais non, mais bien sûr que non. Est-ce que Marine Le Pen est la favorite pour 2027? C'est ce que pense par exemple Édouard Philippe. Mais moi je pense pas ça du tout. Non. Non. Pas une crainte? Vous savez, le Front National, c'est un tas de recettes magiques. Et à un moment, on doit ouvrir les yeux et se dire que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous avez essayé, ça marche pas très bien. Non, mais le dire. Vous avez été candidat au régional, votre combat contre le RN, le RN prospère. Non mais attendez, les régionales sans doute, mais à culpa. Mais je rappelle quand même que le président de la République, c'est Emmanuel Macron. Ça m'a pas échappé. Ça vous a pas échappé? Non. Qu'il a été confronté à Madame Le Pen au deuxième tour, et que je pense pouvoir dire qu'il a une maîtrise de ces sujets, tous confondus, qu'elle n'a pas. Et, une toute dernière chose, dans mon périmètre, ils critiquent en permanence la justice. Ils n'ont jamais voté les budgets permettant d'obtenir ces moyens dont je vous parle, de nature à remettre la justice sur les rails. Une toute dernière question qui concerne votre champ ministériel direct, l'actualité parlementaire. Le jeudi à l'Assemblée nationale sera discutée une proposition de loi du groupe Horizon, c'est le parti d'Édouard Philippe, pour mettre en œuvre une peine minimale d'1 an de prison en cas de récidive d'agression sur policiers, élus, figures détentrices de l'autorité publique. C'est au retour de ce qu'on appelle les peines planchées. Pourtant, vous n'en voulez pas. Il ne faut pas être plus sévère à l'égard de ceux qui s'en prennent aux figures d'autorité. Là, honnêtement, on ne comprend pas pourquoi vous y opposez. Si vous aviez lu les différentes circulaires de politique pénale générale que j'ai adressées aux procureurs généraux, vous sauriez que j'appelle à beaucoup de sévérité pour tout ce qui est agression, atteinte... Et là, c'est peine minimale, ce que dit Naïma Moutchou. Vous allez beaucoup trop vite. Moi, je vais vous dire, je suis un pragmatique. Et un pragmatique qui avance, ça va plus loin qu'un conceptuel assis. Monsieur Duhamel, si ces peines planchées marchaient, nous le saurions. Elles ont été expérimentées durant 5 ans dans notre pays. Elles n'ont pas fait baisser la délinquance. Et je vais même vous dire mieux. Sous Nicolas Sarkozy, en l'espèce. Je vais même vous dire mieux. Les chiffres que nous avons aujourd'hui, objectives, que pour les atteintes aux forces de sécurité intérieure, les peines prononcées sont supérieures à la peine de 1 an qui est proposée dans ce texte. Donc la proposition d'Édouard Philippe, c'est non.
Monsieur Duhamel, moi, je suis un pragmatique, ni un dogmatique, ni un idéologue. Et si je pensais, dans mon fort intérieur, que ces peines planchées, ça marche, je dirais oui, des deux mains, des deux pieds. Mais donc là, je sais que ça ne marche pas parce que nous avons une expérience de 5 ans. Donc, je dirais à l'Assemblée nationale plus longuement ce que je suis en train de vous dire. On a davantage de temps et l'Assemblée nationale fera ce qu'elle a à faire. Ce sera jeudi. Merci beaucoup, Éric Dupond-Moretti. Il est 8h53 sur RMC et BFM TV.